c'est un thème qui est très, très, très important que vous êtes en train de faire. Nous, malheureusement, on a pris le train un peu en retard, mais quand même, nous allons apporter notre contribution parce que ça fait quelques années, on ne travaille que sur ça, sur ces thèmes que vous venez de développer ici. Donc, on a pas mal de résultats que nous avons trouvés, même si on n'a pas réglé l'ensemble des problèmes. Quand même, on a trouvé ça a beaucoup contribué quand même à beaucoup de problèmes, surtout dans la zone du fleuve où il y a beaucoup de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Vous savez, la Mauritanie a un seul cours d'eau qui est permanent, qui est le fleuve Sénégal. Sinon, les autres, c'est des oueds à chaque fois quand la pluie se termine. Et c'est là-bas il y a plus de conflits encore entre éleveurs et agriculteurs ou bien d'une manière générale entre les acteurs utilisateurs des ressources naturelles. Voilà, c'est pour cela qu'on a commencé là-bas, mais on va venir, nous avons les greniers de l'élevage, c'est le dého de l'Assaba. C'est là où il y a aussi beaucoup des éleveurs et que nous allons venir là-bas impérativement. Et que c'est là aussi que nous avons plus d'associations pastorales. Mais là-bas, au moins, qu'il y a des espaces, les agriculteurs et les éleveurs peuvent vraiment utiliser ces espaces sans autant de problèmes. Mais ici, comme c'est le seul cours d'eau permanent, on fait l'agriculture, on fait tout, et les ressources naturelles aussi, c'est pour cela qu'il y a plus de problèmes. Maintenant, pour revenir un peu au thème du sujet, qui est ici par rapport aux recommandations que vous avez ici, pertinemment, c'est obligatoire que c'est l'ensemble de ces problèmes que nous les avons rencontrés. Remontez un peu, s'il vous plaît. Maintenant, par rapport au vol du bétail et l'enlèvement des animaux, nous avons préconisé très tôt, parce que comme nous sommes une organisation représentative de l'ensemble des éleveurs de Mauritanie, on a été interpellés par ce vol de bétail, mais nous avons eu à travailler avec deux sociétés étrangères, surtout ce qui règle ce problème, surtout. Après ce que vous avez ici comme recommandation, vous avez aussi par rapport à des sociétés qui font l'identification et la géolocalisation des animaux. C'est des sociétés qui mettent le puce sur un animal et dès que votre animal est perdu à rayon de quelques kilomètres, vous pouvez le localiser. On met une antenne au niveau d'un village, une localité ou dans la commune et que les animaux à rayon de 10 à 15 kilomètres, ils peuvent le localiser. Et que l'antenne, l'éleveur, peut aller jusqu'à retrouver ces animaux parce qu'avec la géolocalisation que vous avez. C'est une société italienne TW qu'on a fait ici 3 jours. On a invité pas mal des éleveurs ici à Nouakchott, à l'hôtel Wissal Ixa. Et ils étaient là et ça a fait des échanges et que ça a donné. Mais malheureusement, la puce était un peu chère parce que c'était à 3000 ouguiya. Parfois, ils ont diminué jusqu'à 2500. Ce n'était pas encore à la portée des éleveurs. Mais il y a eu une autre société encore, française, qui est venue, qui est plus moins chère que ça, mais on n'a pas encore très avancé avec cette société. Nous pensons que l'État doit mettre un peu, voilà, ces genres de projets doivent appuyer cette technique, parce qu'on est dans le monde de la technologie. Donc il faut utiliser les moyens techniques modernes qui permettent à l'éleveur de diminuer ses souffrances, pour que vraiment on peut identifier l'animal plus facilement et on peut récupérer tes animaux sans trop perdre le temps. Parce que parfois, tu cries had, tu donnes l'argent et il part quelques temps et il n'arrive pas à retrouver ses animaux. Ou même, s'il voit tes animaux, lui-même, il garde ça pour que tu lui donnes l'argent pour qu'il te ramène tes animaux. Il y a tous ces trucs-là. Maintenant, avec cette technique, ça peut soulager les éleveurs. Maintenant, par rapport au deuxième point, c'est là qui est très, très important et qu'on a fait pas mal de réalisations. C'est dans le cadre de conflits entre agriculteurs et éleveurs sur le couloir de passage. Vous savez aujourd'hui que l'agriculture a accaparé presque tout l'espace pastoral. Les gens, avant, il y avait des pistes très claires, le passage des animaux, et qu'après la récolte, les animaux venaient prendre les résidus de culture. Maintenant, un agriculteur, quand il récolte son champ, il clôture de plus en difficile parce qu'il vend les résidus de culture. C'est devenu de business et ça amène de l'argent. Donc, il y a plus de... Avant, les éleveurs venaient
et séjourner dans un champ et brouter les herbes, brouter sur le champ et que ça donnait c'est comme l'engrais, ça enrichit le sol. Bon, actuellement, le propriétaire des champs, il vend son résidu de culture et ça lui apporte de l'argent. Donc, pas forcément des échanges qui étaient avant. Historiquement, ça n'existait plus. Mais ici, par rapport à ce balisage, c'est une opération très importante que nous avons eu à faire dans le cadre de notre projet Brace, un projet financé par la coopération britannique, DFID, et c'était pour 5 pays. La Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, tous ces pays-là étaient concernés. C'est-à-dire un éleveur qui quitte Walata, il peut aller jusqu'au fond de Dori, au Burkina Faso, sans problème, parce qu'il y a toujours le couloir balisé. Quand il rentre dans un autre pays aussi, c'est la continuité. Nous, on balise jusqu'au fleuve et les Sénégalais prennent. On a balisé la partie qui est fait face avec Saint-Louis, la région de Saint-Louis, Podor, jusqu'à Matam. On a balisé 50 km de balisage. Et là, le processus qui se passe, il faut vraiment des négociations. On a pu quand même, pour 1 année et demie, faire des ateliers de concertation au niveau local, dans chaque commune, en identifiant d'abord l'ensemble des villages qui logent cette piste, ce couloir. On fait des réunions village par village. Après, on fait ce qu'on appelle un atelier communal au niveau de la commune où les acteurs que nous avons contactés se retrouvent au niveau de la chef-lieu de la commune. On discute avec le maire, avec généralement les préfets et les acteurs qui étaient concertés avec nous au départ. Vous voyez. Donc, on s'entend sur ce qu'on appelle les accords sociaux. Les accords sociaux, c'est des discussions. À l'issue de ces discussions, on sort ce qu'on appelle les accords sociaux qu'on signe et qu'on valide au niveau local. Et après tout, si ça termine, on fait un atelier régional où il y a toutes les autorités administratives, le Wali et ses préfets et les maires et les services techniques, et y compris ces acteurs, parce qu'ils ont été depuis le début du processus associés. À chaque atelier, ces acteurs sont même si ce n'est pas tout le village, mais quand même, on va amener les notables, plus les comités. Chaque couloir, on lui crée ce qu'on appelle un comité de négociation et de suivi de ces pistes. Vous voyez, donc quand on lui crée ce comité de suivi et de négociation, et ils sont appelés à la fin pour cet atelier au niveau de la région. Donc, c'est ce qui va garantir la réussite de ce projet. Parce que depuis le début, ils sont associés, les acteurs, ils viennent, remontent jusqu'au niveau de... Et la région, au niveau de la région, quand c'est approuvé devant le Wali, c'est-à-dire le gouverneur et ses préfets et les services techniques, on signe ces accords. Et vous savez, l'État reste ici comme garant de ces accords. Voilà. Et nous sommes arrivés même à certains périmètres agricoles qui obstruaient tout l'espace pastoral, qui ont accepté même de céder quelques mètres de leur champ pour vraiment laisser le passage, parce qu'il va y l'intérêt de l'agriculteur et de l'éleveur. Vous voyez. Donc, ça dépend des négociations. Ça, dès le début, il ne faut pas associer rapidement l'État, nous, les services techniques, mais vous-même, laissez les acteurs entre eux se concerter et s'entendre. Quand on n'est pas le main du gouvernement ni des trucs, c'est sûr les éleveurs et les agriculteurs vont s'entendre. Quand ils s'entendent, c'est en ce moment qu'il faut remonter pour avertir les services techniques de l'élevage pour qu'ils garantissent ces accords qui sont signés et validés par l'ensemble des acteurs. Et jusqu'au jour où nous parlons, les 50 km sécurisés au niveau du... Et on met même les poteaux. Les poteaux, en mettant les poteaux de balise, on dit attention, ici ce feu rouge. En mettant, parce que c'est après avoir l'accord de tout le monde, on met les poteaux où les champs doivent s'arrêter et où le passage, on négocie les longueurs et les largeurs et les longitudes avec le coordonnées GPS. C'est tout un grand travail, un processus long, mais très efficace pour régler l'ensemble des problèmes qui se trouvent au niveau de... Voilà. Maintenant, par rapport, je m'excuse parce que je dois... Maintenant, par rapport à cette insuffisance que vous parlez, par rapport au parc de vaccination et le dépôt vétérinaire, moi, je crois qu'on a formé beaucoup des auxiliaires vétérinaires au niveau de la Mauritanie. Au niveau de Hodel Gharbi, il y en a. Au niveau de Hodel Sharqi, il y en a. À Saba, partout, on a formé des auxiliaires vétérinaires. L'État en a formé, les projets ont formé. Nous,
en tant qu'organisation, dans l'ensemble de nos projets, il y a toujours la formation des auxiliaires. Maintenant, les auxiliaires sont laissés entre eux-mêmes. Donc, quand un auxiliaire, on le forme, on lui donne un kit de produits vétérinaires, on lui laisse. Donc, ce n'est pas comme ça. Pour moi, nous, notre organisation a réfléchi d'asseoir une politique ou une stratégie, comment ces auxiliaires vétérinaires formés plusieurs fois, comment ils peuvent servir aux éleveurs. Nous avons un handicap des docteurs vétérinaires ne se trouve pas. Moi, si je pars à Chikata maintenant, à Bousso, je ne peux pas trouver là-bas un docteur vétérinaire, nous un infirmier vétérinaire. Mais c'est sûr, il y a un auxiliaire vétérinaire dans son village. Ce qu'il faut faire ici, c'est de recenser l'ensemble de ces auxiliaires vétérinaires formés en le faisant des recyclages. Chaque moment, un projet ou un programme doit les recycler et les doter vraiment des moyens et pour qu'ils soient là pour accompagner ou seconder ces vétérinaires comme il y a un manque. Voilà la solution que le GNAP a pensée par rapport à ces insuffisances. Et partout, on peut créer des dépôts vétérinaires. Nous, dans le cadre du projet Élevage 2 de la Banque mondiale qui a créé le GNAP et les associations pastorales, il y avait des produits, des dépôts vétérinaires où on a mis chaque association pastorale. Au niveau de Tintane, vous aviez 2 dépôts qui étaient gérés, l'une par même Nessalim qui est là aujourd'hui, secrétaire général. Et ça a très bien marché. Ça a ramené de l'argent pour les éleveurs qui peuvent à chaque fois... Ils ont un fonds, ils peuvent acheter les produits vétérinaires sans attendre l'État, sans attendre les projets. Et ils ont leurs produits qui s'écoulent et ils soignent leurs animaux. Donc, c'est un double avantage. Donc, c'est des trucs que nous pouvons vraiment faire. Maintenant, par rapport aux textes, les conflits et tout ça, moi, je crois que la Mauritanie a eu la chance de créer son code pastoral et son décret d'application. Nous sommes parmi les premiers pays de l'Afrique à avoir ce code pastoral et son décret d'application. Mais le problème qui est là, qui reste posé toujours, c'est qu'il n'y a pas eu une bonne sensibilisation ni une bonne vulgarisation. Nous étions à l'auteur de ce code parce que nous avons demandé à l'État et la coopération allemande a répondu favorablement à notre requête en nous finançant ce code pastoral. On a travaillé sur ça une année, on a associé les imams, les notables, les chefs de village, les chefs coutumiers, pour en sortir un bon code. Nous avons un code de référentiel au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais malheureusement, c'est un code qui est resté dans les tiroirs et dans les séries. Même aujourd'hui, en Wali ou en préfet, vous le demandez, le code pastoral, il ne connaît pas. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est de doter des organisations comme le GNAP, qui ont déjà à l'œuvre de des moyens pour aller vulgariser, sensibiliser sur l'ensemble du territoire mauritanien, ce code et son décret d'application. Quand c'est bien sensibilisé, c'est bien vulgarisé, moi je sais qu'il n'y aurait pas de problème, Inch'Allah Ta'ala, et les gens vont qu'essayer à appliquer parce que ça règle tous les problèmes entre éleveurs et agriculteurs ou bref, entre l'ensemble des acteurs utilisateurs de la ressource naturelle. Donc, ça, moi je crois que s'il y a lieu que les projets pensent sur ça, où il faut que l'État trouve une stratégie ou une politique pour vraiment faire Par rapport au l'hydraulique pastorale, je sais que nous avons fait pas mal de puits et nous avons rencontré beaucoup de problèmes parce que si je prends dans les 2 Hauts là, où la plupart des zones, c'est des zones isosecs. Vous n'arrivez pas, il faut utiliser les explosifs. Avec l'insécurité avec notre pays voisin, frère malien, maintenant, pour acheter des explosifs, c'est presque interdit. Tu ne peux pas. Et alors qu'il y a des profondeurs à Adel Bagrou, là, Dar el-Beida. Dar el-Beida, nous avons fait un puits jusqu'à 70 mètres. Nous n'arrivons pas à trouver de l'eau. Et malgré que l'ingénieur hydraulicien nous avait dit à 45 mètres, vous pouvez trouver de profondeur, vous pouvez trouver. Donc, je crois ici, il faut une politique de l'hydraulique pastorale. Je crois les différents ministères, comme le ministère de l'élevage, du développement rural, le ministère de l'Intérieur, ou bien même le ministère de Défense. Parce que nous, lorsqu'on demandait au ministère de l'hydraulique, est-ce qu'on peut, l'entrepreneur que nous avons recruté peut utiliser des explosifs pour pouvoir trouver l'eau, il dit non, il faut aller au ministère de Défense. Et le ministère de Défense, quand vous n'êtes pas de l'armée, ils peuvent refuser de donner. Donc, il y a tout ce processus. Donc, moi, je crois que les différents ministères doivent s'associer, l'intérieur, défense, l'hydraulique et le développement rural. Ces différents ministères doivent arrêter une politique, une stratégie très claire de l'hydraulique pastorale. Surtout par rapport aux zones où
la profondeur de l'eau est très, 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 très profonde. Donc ça aussi, que nous travaillons et nous avons écrit à ces différents ministères, mais nous n'avons pas encore vraiment trouvé. Et qu'est-ce que nous faisons maintenant? C'est que nous sommes retournés sur l'équipement et réfection et équipement de puits existants. En dehors même de l'hydraulique, vous avez le problème de foncier. Vous pouvez creuser un puits jusqu'à quel et vous trouvez. Moi, on a creusé un puits, on a payé un entrepreneur à Boumdey. 50% de son argent, il a commencé quelques mètres. Et voilà, c'est les tribus qui s'en tirent. Et il y a un problème foncier. Chacun dit c'est ma terre et tout ça. Et on a arrêté le puits. Nous avons perdu l'argent. Et le truc n'est pas réglé parce que et s'il y a mort d'homme, il faut préférer d'arrêter le puits que de faire des morts d'homme. Donc, nous, on s'est tourné maintenant vers l'équipement et équipé, réfectionné et équipé depuis un système solaire. S'il y a des puits déjà existants et nous savons que c'est un puits public, nous mettons les équipements En tout cas, moi, je trouve que le thème est très, très, très intéressant. Vous m'excusez, j'ai été long, mais c'est des choses que nous vivons au quotidien et que nous travaillons chaque année sur ces programmes-là. Donc, ça m'a poussé d'intervenir pour vous donner un peu l'expérience que nous avons par rapport à ça et je vous remercie.